Depuis plusieurs décennies, la position de la France dans l'économie mondiale et l'évolution du niveau de vie de ses citoyens font l'objet d'analyses croissantes. Le concept de déclassement, autrefois perçu comme une simple appréhension sociale, s'appuie aujourd'hui sur des indicateurs macroéconomiques précis. Alors, si la France maintient son rang de 7e puissance économique mondiale, un basculement statistique majeur a été observé. Selon les données récentes relayées par Le Parisien, le niveau de vie moyen des Français se situe désormais sous la moyenne de l'Union européenne. Cette trajectoire s'illustre au travers de plusieurs facteurs identifiables. L'augmentation constante de la part du budget consacré au logement, l'érosion du niveau de vie des classes moyennes, les freins à la création de richesses, et bien d'autres encore que nous allons voir dans cette vidéo. Certains pensent que ce phénomène ne concerne que les populations les plus précaires, mais les études montrent une stagnation des revenus réels face à l'augmentation du coût de la vie, et ce pour la majorité des Français. Chez Louvain Invest, et vous commencez à nous connaître, on aime enquêter et comprendre ce que nous disent les chiffres. Et aujourd'hui, on a souhaité analyser les données qui sous-tendent cette évolution. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les indicateurs clés qui illustrent ce grand déclassement. Quand le sujet du grand déclassement est abordé, il est souvent réduit au pouvoir d'achat. L'étude, mentionnée en introduction, décrit la baisse générale du niveau de vie des Français, ce qui concrétise un sentiment ressenti depuis longtemps par la population. Alors pour illustrer cela, on peut par exemple mesurer en partie ce déclassement par l'accès réel aux services essentiels. Le déclassement n'apparaît pas seulement quand les revenus baissent, mais quand des catégories jusque-là protégées commencent à rencontrer les mêmes difficultés d'accès que les plus modestes. Et la santé est un bon révélateur de tout cela, parce qu'il s'agit d'un besoin universel. Et quand l'accès aux soins se complique, la dégradation se ressent immédiatement dans la vie quotidienne. Concrètement, des ménages ni pauvres ni précaires peinent à trouver un médecin traitant, renoncent à certains soins faute de délai ou de spécialistes, passent plusieurs heures aux urgences pour des soins courants. Alors que, factuellement, la France s'est longtemps distinguée justement par une couverture santé universelle, un reste à charge faible et un accès relativement homogène sur le territoire. Toute dégradation mesurable de ces événements est perçue comme une rupture par rapport aux standards du passé, donc comme un déclassement. Regardons les données d'un peu plus près, en commençant par les urgences. Selon l'enquête nationale Urgence 2023 de la DREES, lors d'un jour moyen en semaine, la moitié des patients restent plus de 3 heures aux urgences, soit 45 minutes de plus qu'en 2013. Et 15% des patients y passent plus de 8 heures, contre 9% en 2013. Et j'imagine que pour certains qui regardent cette vidéo, eh bien, ça fait peut-être écho à votre expérience personnelle avec le service des urgences. Et toujours selon la DREES, 21% des patients déclarent être venus aux urgences parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous ailleurs, contre 14% seulement en 2013. Mais il y a aussi un facteur lié aux inégalités territoriales. La DREES montre qu'en 2023, les 10% de la population les mieux dotés en médecins généralistes ont l'équivalent de 5,6 consultations par an et par habitant, contre 1,4 pour les 10% les moins dotés, soit une division par 4. Ces chiffres montrent que l'accès aux soins devient plus long, plus tendu et plus inégal selon les territoires. Et c'est exactement le type d'évolution qui alimente, statistiquement, l'idée de déclassement. L'accès plus difficile à des services considérés comme fondamentaux. Le système de santé n'est évidemment pas qu'un sujet médical, et nous le savons tous. C'est un indicateur du niveau de vie réel et du fonctionnement du modèle social. Alors, quelles sont les causes de ce déclassement? Rentrons un peu plus dans le vif du sujet pour évaluer la performance réelle de l'économie française et notamment sa production. Si les deux concepts ne sont pas identiques, on peut estimer que plus un pays produit de richesses, plus son niveau de vie devrait augmenter. Comparons par exemple l'évolution du PIB par habitant sur le long terme entre différents pays. Regardons ce graphique qui utilise la France comme base 100 depuis 2008. Il permet de mesurer le différentiel de croissance entre des économies au modèle varié. On observe que plusieurs démocraties voisines, dont le modèle social est proche du nôtre, affichent des trajectoires un petit peu meilleures. Des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ont réussi à creuser un écart de 10 à 20% par rapport à la France sur cette même période. La Suisse, elle, souvent citée pour son modèle de décentralisation et sa flexibilité économique, a accentué son avantage historique, affichant une croissance de la richesse par habitant parmi les plus résilientes d'Europe. Mais l'écart le plus significatif concerne les États-Unis. Alors que le PIB par habitant était comparable il y a 2 décennies, le citoyen américain moyen produit maintenant une richesse nettement supérieure, portée par une forte concentration technologique. Et puis, si on continue de regarder à l'international, des nations comme Singapour, qui partaient pourtant de plus bas, ont poursuivi une expansion rapide, dépassant désormais les standards de richesse des grandes puissances occidentales. Alors enfin, comment parler de l'international sans parler de la Chine? Sa montée en puissance témoigne du bouleversement de l'équilibre économique mondial et de la nouvelle répartition de la production de richesse emmenée par de nouveaux acteurs majeurs. Alors le constat est clair, la trajectoire de la France est très inquiétante.
présente, distancée à l'international, dépassée par les pays comparables et progressivement rattrapée par les retardataires qui finiront par nous dépasser. Alors, à votre propre échelle, comment combattre ce déclassement? Le levier le plus cohérent semble être l'investissement. Et justement, nous avons créé Louvinvest pour permettre à tous de bâtir un patrimoine, que ce soit immobilier avec les SCPI ou financier avec notre assurance vie Louvinfinity. Retrouvez tous nos outils de simulation et la prise de rendez-vous avec un conseiller en description. Attaquons-nous à un point primordial, l'émergence de nouvelles entreprises. Comme vous le savez sûrement, le dynamisme entrepreneurial français présente également un paradoxe lorsque l'on analyse la localisation des entreprises à forte valorisation. Entre 1997 et 2021, une analyse de données académiques sur les licornes, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard, citées dans la presse économique, indique que la France a vu naître 18 licornes sur son sol, tandis que des entrepreneurs français installés aux États-Unis en ont fondé 46 sur la même période. Cela signifie que le nombre de grandes entreprises technologiques fondées par des Français à l'étranger est près de 3 fois supérieur à celui des créations réalisées sur le territoire national. Ce phénomène s'inscrit malheureusement dans un contexte européen plus large. Selon le rapport Draghi, la France compterait 27 licornes contre 57 au Royaume-Uni, à population comparable. La même note souligne qu'entre 2008 et 2021, sur 147 licornes fondées en Europe, 40 ont délocalisé leur siège social à l'étranger, majoritairement vers les États-Unis, ce qui est à peu près 30%. Si on suit cette lecture, l'enjeu n'est pas seulement le nombre de licornes créées, mais aussi la capacité à financer et faire grandir ces entreprises. L'Union européenne ne représenterait que 5% des fonds mondiaux de capital risque levés, contre 52% aux États-Unis et 40% en Chine. Ce constat pose la question de l'adaptation du modèle français face à la compétition internationale. Au-delà du volume de création, l'enjeu central devient la capacité à retenir, financer et faire émerger de nouveaux leaders technologiques de taille mondiale sur le territoire, condition importante pour le maintien du niveau de richesse à long terme. Une des spécificités françaises bien connues, c'est son rapport à l'administration, déjà moqué par exemple dans les 12 travaux d'Astérix il y a quelques années. C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et ce n'est malheureusement pas un mythe. Selon une étude de la prestigieuse université new-yorkaise de Columbia, la France est de loin le pays dont la production souffre le plus de son excès de bureaucratie. La bureaucratie nuit au PIB par les contraintes qu'elle fait peser sur l'économie réelle, les sous-investissements induits, ainsi que la mauvaise allocation des ressources par une mauvaise gestion. Et à ce jeu, la France perd près de 4% de son PIB, contre seulement 0,8% pour le deuxième pays sur la liste, l'Italie. Le constat est malheureusement sans appel. En ce qui concerne les entreprises, 46% des entreprises françaises se disent contraintes par la bureaucratie, contre 26% pour notre dauphin italien. La France se déclasse, mais cette étude semble indiquer que notre bureaucratie n'est pas innocente à ce phénomène. Alors, les données analysées nous rappellent un principe économique fondamental. Le niveau de vie d'une nation est, sur le long terme, corrélé à sa capacité de production de richesse. Le phénomène de déclassement observé ne relève pas seulement d'un ressenti, mais d'une réalité statistique. Dans une économie mondialisée, la richesse relative de la France stagne par rapport à celle de ses partenaires, car la production nationale ne progresse plus au même rythme que le coût des standards de vie actuels. Le débat public se focalise souvent sur la recherche de ressources budgétaires cachées, alors que l'enjeu principal semble être la création de valeurs nouvelles. Si la France souhaite maintenir ou retrouver son rang parmi les économies les plus prospères, elle fait face à un défi structurel. Aligner son volume de production sur les standards de vie qu'elle entend garantir à ses citoyens. Et c'est ce décrochage entre nos capacités productives et nos besoins collectifs qui constitue le cœur du sujet. Alors, comment s'en prémunir? Face à ce constat macroéconomique, la question de la gestion de votre propre patrimoine devient centrale. Pour protéger votre pouvoir d'achat et participer à cette création de valeur, l'investissement reste le levier le plus efficace. Et avec Louvinvest, que ce soit via l'immobilier avec les SCPI ou l'assurance vie, c'est possible. Pour plus d'informations, rendez-vous en description.